Welcome everyone, and let me introduce Dr. Gail Rousseau. Bienvenue à tout le monde. J'aimerais introduire Gail Rousseau, le docteur Gail qui sera notre modératrice. Gail, bonjour, merci Dan et bonjour et merci à tout le monde de s'être joint à moi pour le premier webinaire de la série de la pandémie au progrès, bâtir les progrès pour les chirurgies globales. Le webinaire d'aujourd'hui s'appelle les opérations suturées, les carences. Ceci est présenté par l'Alliance G4, l'Alliance globale pour l'obstétrique et le trauma et l'anesthésie avec GSCS, l'initiative globale pour les opérations pour enfants et les changements sociaux de l'école médicale de Harvard avec d'autres partenaires pour chacun des webinaires. Dans le webinaire d'aujourd'hui, il est présenté avec le soutien de la Fédération du monde des sociétés de chirurgie neurologique. Les membres du panel vont parler en anglais, mais vous pouvez choisir français ou espagnol en sélectionnant l'icône d'interprétation. Pour la plupart d'entre vous, c'est en bas de l'écran ou parfois en haut. Cliquez dessus et sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez écouter. L'interprétation en français et en espagnol est soutenue par Operation Smile et Smart Shine. Merci. Nous avons des intervenants très magnifiques et pour poser une question, veuillez choisir la foire aux questions en bas de l'écran pour vous et nous allons présenter autant de questions que possible. Pour partager vos commentaires avec les personnes qui sont présentes, mettez-les en bas dans la section chat. Je m'appelle Gail Rousseau, je suis une chirurgienne neurologique à Washington. Je suis membre du comité exécutif de la G4, Alliance G4. Je serai l'une des modératrices et mon ami docteur qui part dans le programme d'opération globale à Harvard et nous faisons tous les deux partie de la société neurologique. Nous avons un panel magnifique, des figures de tête du monde. Vous les voyez sur votre écran, affichées sur votre écran. Et je vais les introduire. Dr. Jim Kim, qui est le 12e président de la Banque du Monde. L'ambassadeur Jimmy Colker, qui est l'ancien ambassadeur des USA en Ouganda et Burkina Faso. Et le ancien secrétaire pour les services humains et qui sert sur le conseil d'administration du G4. Dr. John Mira, directeur du programme de l'école médicale de Harvard et le co-directeur de la commission pour le changement mondial, Dr. Nour Hisham bin Abdullah, le directeur général du ministère de la Santé au Malaysia. Professeur Emmanuel Makassa, directeur du WIT Centre pour les soins chirurgicaux pour la santé. Dr. Nima KCG, la directrice fondatrice des systèmes de chirurgie du groupe de recherche. Dr. George Ibbotson, lui-même un chirurgien et le cofondateur de la Fondation mondiale de chirurgie. Dr. Rama, directeur de l'initiative mondiale pour les enfants. Et sur avec ces magnifiques intervenants, est-ce que vous commencez la première question? Je suis très heureux de voir tous ces participants. Nous allons y passer tout de suite. Et la première question sera dirigée à Dr. Hisham. Dr. Hisham, nous savons que vous êtes un chirurgien. Vous avez aussi travaillé avec le ministère depuis longtemps. Et la Malaisie a une des très bonnes expériences, si on peut dire, à faire face au Covid-19. En fait, on vous a décrit comme le héros de la Malaisie dans la façon dont vous avez mené la réaction. En ce contexte, pour ce panel, quelle a été votre expérience et quel était le rôle du système chirurgical au sein du système de la Malaisie et la valeur que ça a donné à faire face au Covid-19? Merci beaucoup, Dr. Kim Park. D'abord, j'aimerais remercier tout le monde
de m'avoir accueilli ici. Et de façon plus importante, je suis simplement le représentant symbolique. Et quand on parle de la réaction Covid-19, je crois que le ministère de la Santé dans notre pays, la chose la plus importante, c'est la direction de l'institution collective. Et ce que je veux dire par là, c'est que la gestion, la direction de tête, le ministère de la Santé a réussi à convaincre le Premier ministre. Donc le Premier ministre a fait confiance, il a fait confiance et grâce à cette confiance, donc nous avons tout le gouvernement et toute la société s'est joint à nous. Donc ce n'est pas la responsabilité du ministère, mais du gouvernement entier. Ici, le Covid-19 a ouvert l'occasion de travailler là-dessus. Donc, c'est une composante très importante de chaque secteur et le secteur de la santé. Nous aidons tous les secteurs et tous les jours, nous avons une réunion avec le ministère de la Santé et nous avons des réunions et tous les ministères en termes de la mise en état de nos directives et de nos lois. Donc, nous nous sommes préparés très, très tôt en décembre 2019 en ce qui concerne nos hôpitaux et nous avons commencé à surveiller, à examiner les tests. Et ce que nous avons avant, nous avons planifié très bien en ce qui concerne gérer la crise et dans tous les centres de santé. Nous avons réussi à nous servir des hôpitaux de ces districts et nous avons commencé à nous servir des hôpitaux de district et nous avons réussi à retenir les services et retenir 7 hôpitaux pour les patients de COVID. Et en ce qui concerne le développement des hôpitaux de district, donc nous continuons à fournir des services pour les cas de trauma. Les services continuent. Mais dans tous les cas, nous sommes arrivés à 50%. Nous mobilisons également notre personnel du secteur privé et public à se joindre à nous dans le secteur public et voir comment nous pouvons mobiliser notre infrastructure et tout notre personnel. Et en décembre et janvier, avant le Covid, le premier patient de Covid, nous avions déjà préparé nos hôpitaux en termes de lits, de facilités et de personnel. Et nous avons eu de l'aide du secteur privé et public. Et nous nous sommes assurés de les déployer vers tous les hôpitaux, l'hôpital principal du Covid, et les hôpitaux Covid et non Covid, les hôpitaux hybrides et les hôpitaux non Covid. Donc, les services ont été envoyés dans les hôpitaux non Covid. Donc, je crois que la planification est très importante et nous avons réussi à convaincre le Premier ministre, le ministre des Finances, de nous fournir les fonds nécessaires. Je veux vous dire quelque chose. Parce que vous avez dit des choses magnifiques, la planification et le magnifique travail que vous avez fait en Malaisie, que vous avez dirigé personnellement en termes de planification, se servir du gouvernement. Ici, nous sommes à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous voulons parler pour nous parler de la planification pour la pandémie, l'exécution pour bâtir les capacités pour les chirurgiens, pour les opérations. Merci beaucoup. Je veux demander à l'ambassadeur Jamie Cocker la prochaine question. Vous avez aussi, ambassadeur Cocker, vous avez aussi fait partie de ce genre d'activité et avec le sida en Afrique. Quelles sont les leçons que vous avez apprises, ambassadeur Cocker, en ce qui concerne la sécurité de santé mondiale et quel rôle est-ce que les opérations et la chirurgie peuvent jouer dans ce sujet? Donc, juste avec le sida, il y a 20 ans, le but, ce n'est pas simplement les solutions biomédicales, mais au niveau national. Comme vous l'avez dit, ça demande une stratégie qui est menée par le gouvernement, ça demande la participation des fournisseurs de santé, mais aussi de la société civile.
et souvent de partenaires internationaux également. Donc, le Covid a montré que les détails sont très importants. Les pandémies de sida et les chirurgies demandent de trouver les cas très vite, de faire un bon diagnostic, la chaîne de fourniture, le système de santé et d'avoir les ressources communautaires pour soutenir les patients. Donc, que ce soit une maladie nouvelle, ou que ce soit le sida, ou que ce soit le corona, on ne peut pas tout recommencer à zéro. Pour toutes les menaces de santé, nous dépendons des ressources de santé. Donc, ce n'est pas seulement chaque village, chaque hôpital qui est pour soi-même. Il nous faut un plan national, il nous faut des procurements, il faut définir quelles sont les capacités qui sont nécessaires pour gérer la pandémie. Ces stratégies doivent être basées sur des réactions à d'autres maladies du passé. Donc, cette interdépendance n'a jamais été aussi apparente qu'à l'heure actuelle et à la réaction face au Covid. Très bien, merci. Notre prochaine question que se dirige à Dr. Jim Kim. Dr. Kim, pendant que quand vous étiez président de la World Bank, vous avez géré la réaction au Covid, la réaction au Covid en 2014-2016. Quel est qu'essayez-vous à gérer les pandémies dans le futur et à solidifier le système écologique? Tout d'abord, je veux remercier mes beaux amis Gail et équipe de m'avoir invité. Je vois beaucoup d'anciens amis et de nouveaux amis. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Enchanté. Je veux prendre un peu de recul et dire le Covid a exposé ce que nous voulons. Nous voulons bien dépenser pour pouvoir gérer ce qui est en fait un problème de santé. Dans les pays de G7, dans les chiffres dans ces pays étaient de 6 trilliards de dollars et avec la banque centrale et ce qui concerne l'économie. En faisant face à des menaces de santé publique, il n'y a pas de question de ce que les gens veulent bien dépenser en termes de billions, de milliards et de trilliards de dollars. Nous aurions pu dépenser bien moins, considérer la Chine, la Nouvelle-Zélande, certains pays, les îles ont eu de la chance et d'autres pays ont vu cela avant et étaient préparés. Les pays G7, malheureusement, n'étaient pas prêts. Donc, quand j'étais dans le groupe de la Banque du Monde, les 2 dernières choses que j'ai faites avant de partir, c'était le projet de capital humain. C'est là que nous ont montré que d'investir dans la santé et l'éducation est corrélationné avec la croissance du monde de façon plus solide que l'infrastructure et que toutes les autres choses que les pays empruntent de la Banque du Monde. Ça a montré que 4 indicateurs en santé et en éducation étaient en corrélation de façon plus importante que quoi que ce soit d'autre pour empêcher des désastres futurs comme les 6 trilliards et pour faire la promotion de la croissance et d'investir dans la santé et l'éducation est très importante. En ce qui concerne la chirurgie, aux États-Unis, ce n'a jamais été plus clair que quelque chose comme le Covid va exposer toutes les faiblesses du système de santé. Donc, tandis qu'il y a beaucoup de soins chirurgicaux qui sont disponibles aux États-Unis, comme ça n'a pas été effectué comme vous, Gail, et qui propose de l'intégrer dans les systèmes de santé pour améliorer la santé globale, ce que nous voyons, c'est que les personnes en mauvaise santé meurent en niveau plus élevé que les personnes en bonne santé. Donc, je suis très claire, je crois que les services chirurgicaux sont critiques. Il y a beaucoup plus de mortalité, de morbidité liées aux soins chirurgicaux. C'est un combat sur lequel je travaille avec Jimmy pendant toute ma carrière. Et ce que nous avons dit, c'est que tout le minimum, le plus petit minimum
ce n'est pas déontologique, ce n'est pas moral, mais ce n'est pas pratique et ce n'est pas efficace du point de vue des coûts. Il faut investir complètement dans les soins chirurgicaux qui sont très importants. Au fait, quand j'étais là avec vous, quand vous avez commencé les chirurgies, j'adore l'alliance G4. Le fait que vous avez réuni tout le monde, c'est vraiment magnifique. Il semble que je me suis endormie, je me suis réveillée et vous avez tout réussi. Il faut vraiment tirer parti de ce moment. Ça a été exposé à nouveau que quelques milliards investis dans la santé peut nous économiser énormément. Donc, nous avons des recommandations très spécifiques. Il faut demander à la Banque du Monde qui va dire ça dépend de ce que veut dire le pays. Donc, les pays même doivent demander toutes les envergures totales des services. Pourquoi est-ce que les USA ont dépensé des milliards de dollars? Parce que les constituants ne pouvaient pas revenir et dire ah non, pas possible. Donc la pression des citoyens va effectuer un changement. Merci beaucoup. Quel plan d'action, appel à l'action très motivant pour nous tous qui nous réunissent au niveau virtuellement dans le sein de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une très bonne introduction pour le prochain intervenant. Vous avez produit un rapport très important sur lequel nous nous basons tous. Que disez-vous sur la situation actuelle de la capacité chirurgicale dans les pays à revenus faibles ou moyens? Je suis très heureux d'être ici. Comme l'a dit Jim, on dirait qu'on s'est endormi. Maintenant, on s'est réveillé, mais Jim ne dort jamais. Il est toujours en train de travailler. Je vais clarifier ça. Donc, rapidement, je veux donner un peu un historique de là où nous venons. Quand vous pensez à 2008, quand Jim, Kim et Paul ont écrit un article classique, il y avait une métaphore tellement prenante. Nous nous sommes mis à travailler. Nous savons qu'en 2015, c'était une grande année parce que grâce aux efforts de tout le monde dans le monde, PCPC a été publié. Et pour parler en particulier des pays et des commissions que vous avez mentionnés, ça a fait beaucoup de choses. Ça a identifié les indicateurs, les messages clés et aussi la planification stratégique. Et ça a été mentionné plusieurs fois. Ça, c'est venu grâce aux commentaires que Jim a fait dans la première réunion en disant que les soins chirurgicaux font une partie invisible et extrêmement importante des soins médicaux. Donc, ce n'est pas un projet vertical. Ce concept de planification chirurgicale et obstétrique, c'est une approche stratégique à intégrer la chirurgie, les obstétriques et le trauma dans le plan de planification de santé nationale. Et il a mentionné que vraiment les détails sont importants. Et ça, c'est vraiment ça un plan stratégique national. Quand je regarde la décennie passée et en ce qui concerne ce qu'il nous faut faire, j'ai mentionné trois choses. Premièrement, comment incorporer ce concept de planification de chirurgie stratégique dans notre plan national. Nous avons bien travaillé à ce sujet. Beaucoup de personnes vont en parler à l'avenir, qui ont mené ce processus dans leur pays. C'est ce qui a mené à une approche nationale en Afrique et dans les îles. Et numéro 2, comment surveillons-nous les dépenses au niveau chirurgical? Ça va demander que nous parlions à d'autres genres de personnes. En tant que chirurgien, nous ne parlons pas souvent à des personnes qui ont affaire aux finances. Donc, il faut faire ça. Numéro 3, comment intégrer ce narratif au sein de la discussion autour de la sécurité, de la préparation à la pandémie. Donc, il ne faut pas rester bien isolé dans notre bulle. Il faut parler à diverses communautés
Et donc, ces communautés sont différentes de notre communauté chirurgicale mondiale. Numéro 1, premièrement, il nous faut continuer nos efforts à intégrer la chirurgie dans le plan national. Numéro 2, il faut être proactif au niveau financier. Et numéro 3, il faut vraiment communiquer avec la communauté chirurgicale et de santé. Magnifique remarque. Je vais un peu aller en arrière, quelques années, et poser cette question à Makassa. C'est un chirurgien qui était l'attaché l'attaché de santé à Genève et c'était l'auteur et la personne qui a commencé tout ce groupe de chirurgiens international. Maintenant, vous collaborez avec les 16 nations de la communauté africaine du Sud. Comment est-ce que vous considérez la préparation d'après la pandémie dans votre pays en tant que pont vers la préparation chirurgicale? Merci à tout le monde de m'avoir accueilli ici et de tous les intervenants de vos très bonnes remarques jusqu'à présent. En ce qui concerne la préparation qui suit la pandémie, ici, en particulier à Zambia, ça prend déjà place actuellement. Je veux aussi dire que répéter ce que John a dit, en ce qui concerne le système chirurgical, il devrait commencer tout de suite et être pertinent à la réaction à la pandémie. Premièrement, pendant la réponse au Covid en Zambia et dans beaucoup d'autres pays, nous avons dû maintenir les services de chirurgie et de trauma et d'obstétrique pendant la pandémie. Ça veut dire de travailler très étroitement avec toutes les parties prenantes et aussi s'assurer que nous faisons partie de la direction et de la force, de la tâche de force et des ressources du pays. Nous avons aussi vu une occasion pour notre équipe de chirurgiens mondial. Management of COVID, as you know, it needs a lot of life support. Le COVID a besoin de beaucoup de soutien en direct. Ça, c'est une composante qui est livrée par notre personnel, nos anesthésistes, notre personnel médical. So you can see the strong contribution that the Vous voyez voir la bonne, très solide contribution de l'équipe de chirurgie a contribué et ça aussi a créé une autre opportunité qui nous a demandé d'établir les capacités de soutien dans le pays. Nous avons dû considérer tout, y compris les fournitures d'oxygène. Et nous recevons beaucoup d'attention et d'investissement. Et pour nous, à l'avenir, ce que nous intégrons dans cette réaction, nous considérons comment nous servir de ces investissements pour qu'ils puissent nous aider dans notre travail à l'avenir et dans nos investissements dans le pays. Nous savons que notre capacité d'anesthésie est très importante. Nous avons quoique les résultats sont assez bas du point de vue des études, nous voulons que les investissements qui sont effectués dans la réaction au COVID peuvent nous servir aussi à l'avenir pour les capacités dans les soins de santé. Nous avons une très bonne réaction et nous livrons tous les investissements qui ont été faits pour que nous puissions construire notre capacité pour que lorsque le COVID est terminé, nous pouvons bâtir là-dessus. Merci beaucoup, Dr Makassa. Ce sont des points d'action très bons. Nous apprécions que tu mentionnes l'anesthésie est très importante. Je vais passer à Nima KCG. Tu es une chirurgienne pédiatrique et la directrice fondatrice des systèmes de chirurgie et tu travailles aussi pour au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Et quel est
Dans le travail que tu as fait pour l'Organisation du monde de santé, quel est le rôle de l'Organisation de santé du monde et autres organismes jouer dans la solidification du système de chirurgie et de la santé? Merci Gaëlle de cette très bonne question. Je suis heureuse de me joindre à vous. Merci à tous les sponsors et tous les organisateurs et aussi aux très bonnes remarques de mes co-intervenants. Nous pouvons tous être d'accord que le système multilatéral et la structure sont presque prises pour acquis. Donc, menacés par les politiques, menacés par le manque de fonds. Donc, c'est vraiment un temps pour vraiment souligner le besoin de ces infrastructures pour pouvoir coordonner les réactions aux choses comme le Covid. Donc, nous sommes positionnés, nous nous positionnons et nous battons pour ce qui a été déjà en place depuis plus de 70 ans. Il faut garder en esprit, premièrement, il faut être plus inclusif parce que les structures qui ont été mises en place et développées jusqu'à présent ont été concentrés sur le Nord et beaucoup d'organismes et beaucoup d'entités des Nations Unies. Les femmes ne sont pas toujours représentées, les jeunes ne sont pas toujours représentés, les segments vulnérables de la société ne sont pas incluses. Donc, c'est très critique en nous repositionnant, en nous battons pour les entités et leur survie, parce qu'il nous faut que ces entités doivent jouer leur rôle. Il nous faut être plus inclusifs. Il faut nous assurer que les secteurs vulnérables de la société sont inclus dans la définition des problèmes et la conception des solutions. Il faut nous assurer que nous localisons l'intervention parce qu'avec les restrictions de voyage, nous ne pouvons plus arriver en vitesse sur place. Donc, il faut solidifier les capacités locales, les interventions locales. Nous incluons des experts parce que jusqu'à présent, les experts internationaux arrivaient par avion pendant quelques jours, vous conseillez quelque chose et repartez. Donc, ce n'est plus le cas. Donc, il nous faut vraiment tirer parti des systèmes de santé qui sont déjà mis en place et qui sont solidifiés, sont solidifiés au niveau local. Par exemple, dans les 3 derniers mois, j'ai collaboré avec le ministère de la Santé du Kenya de l'Ouest. Bien sûr, nous avons seulement 3 ventilateurs dans le système de santé, mais nous avons aussi une infrastructure de communauté qui collabore depuis 2007 à ce sujet. Pendant les 3 mois passés, nous avons travaillé avec plus de 1000 travailleurs de communauté pour enseigner les foyers à empêcher dans leur société à porter les masques, à la distanciation, le confinement. Depuis 3 mois, nous avons seulement eu 73 cas et 3 morts. Donc, en se servant des services et des biens qui sont déjà en place, ils sont très utiles. Nous ont servi de la technologie, nous ont servi des travailleurs de communauté qui collaborent avec les foyers depuis 40 ans. Donc, il faut amener ça à l'avant en nous repositionnant en tant qu'organisme international et nous devons être inclusifs. Nous devons travailler en partenariat réel et pas seulement en tant que moi, en tant que personne du dehors qui te dit quoi dire, faire. Il faut avoir une solidarité mutuelle et un soutien mutuel pour pouvoir atteindre nos objectifs de santé pour 2030. Merci beaucoup, Nema. Nous avons un appel du Kenya de l'Ouest, littéralement. Merci beaucoup de tout ce que tu as fait. On va passer à Genève, où se trouve le docteur Jeff Ibbotson. Je crois que c'est une hypothèse, mais je crois que c'est réaliste. On pourrait potentiellement avoir énormément d'argent alloué à la pandémie, à la préparation et à la solidification des systèmes de santé et des systèmes chirurgicaux. C'est pour exécuter ce genre de flux d'argent, c'est un énorme travail. En janvier, il y a eu une annonce que la Fondation de chirurgie mondiale a été créée. Ils ont annoncé ça, c'était à UNITA.
et le directeur exécutif de cela. Comment voyez-vous le rôle de la Fondation de chirurgie globale pour implémenter ce genre d'action? Merci, Guy, de l'introduction. Merci de l'honneur de faire partie de ce forum et à tous les autres intervenants et leurs très bons commentaires. Je vous dis bonjour de Genève et des Nations Unies et de la Fondation de chirurgie mondiale. Avant de passer à la question, je veux résumer à nos objectifs finaux. Comme je l'ai discuté avant avec les intervenants, il nous faut un système de santé résilient et solide pour pouvoir soutenir des menaces telles que la pandémie et le Covid-19. Cette présente pandémie nous a montré nos faiblesses. Je suis tout à fait d'accord que les soins chirurgicaux est une des clés pour satisfaire à ces objectifs. Je vois que les systèmes de santé sont la base de la fondation d'un système de santé solide. Ça comprend tous les aspects de la santé, des bons outils, la fourniture d'oxygène, les soins chirurgicaux touchent tout cela. Comment est-ce que nous gérons les grands fonds qui pourraient nous arriver potentiellement? Comment est-ce que nous gérons les mécanismes financiers qui vont nous assurer que nos objectifs sont atteints de la façon dont nous le voyons de façon durable? Nous pouvons, le concept de réunir les ressources a bien réussi pour atteindre les objectifs par d'autres personnes. Ils ont aussi mis en œuvre beaucoup d'évaluations financières. Ils ont analysé ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Donc, au lieu de repartir à zéro, c'est une bonne idée de voir ce qui a déjà été établi de façon avec succès et s'en servir de façon unique pour la communauté chirurgicale mondiale. Je crois qu'en tant que communauté chirurgicale, nous avons l'opportunité de bâtir des mécanismes similaires dans le contexte des soins chirurgicaux pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres, pour façonner le système de santé qui est basé sur des soins chirurgicaux solides. Ça va nous aider à mieux gérer les urgences telles que la pandémie. Ce que vous me demandez de ce que le rôle de la Fondation de chirurgie mondiale joue, c'est le concept, c'est que le GSF peut se servir en tant que plateforme des Nations Unies pour toutes les parties prenantes pour augmenter leur travail dans les soins de chirurgie. La plus grande composante dans la stratégie, comme tu l'as dit, Guy, c'est d'avoir des mécanismes de fonds mis en communauté et, comme les autres l'ont dit, se concentrer sur le besoin d'accroître l'accès à ces services, en particulier les personnes les plus vulnérables. Dans le système des Nations Unies, le GSF offre une plateforme neutre qui peut facilement attirer tous les secteurs de la société, les OGN, les organismes publics et privés. Donc, tous ensemble, nous pouvons donner plus de soins chirurgicaux et avec un mécanisme de fonds mis en commun. J'espère que ça répond un peu à ta question. Je serai heureux de expliquer ça plus en détail à l'avenir. Jeff, c'est magnifique, une façon magnifique de voir ce que nous faisons. Et merci de ces commentaires et de l'avoir dit de façon comme ça. Je vais parler de deux choses en particulier que tu as parlé, un investissement massif potentiel et la population la plus vulnérable. J'aimerais passer à Emmanuel Amé, qui est le directeur de l'initiative mondiale pour la chirurgie pédiatrique. Et bien sûr, les enfants représentent 40% de la population chirurgicale dans les pays concernés. Donc, comment est-ce que un investissement massif potentiel pour la solidification du système, comment est-ce que vous croyez que ça va aider les enfants à l'avenir? Merci Gail et merci beaucoup tout le monde pour être parmi ce panel.
Les enfants sont tellement vulnérables, en composante tellement vulnérable de notre population. Et comme Gail l'a dit, dans la plupart des pays touchés en Afrique, la population des enfants est de 40, presque 50% de la population. Et ce qui s'est passé pendant les années précédentes, c'est que la chirurgie pédiatrique n'a pas été inclue dans les programmes. Et donc, ça a créé une grande carence dans la force du travail pour le soin des enfants et l'infrastructure qui est nécessaire pour les enfants. Je crois avec des investissements massifs, si nous les obtenons, il nous faudra faire face très rapidement et former le personnel pour pouvoir offrir l'anesthésie aux enfants, ce qui est un énorme problème à l'heure actuelle. Et la formation du personnel, ça prend du temps. Et pendant que nous attendons que ça se fasse, il nous faut investir dans la formation déjà en place pour nous fournir une position pour pouvoir fournir les soins chirurgicaux d'urgence aux enfants. Il faut rebâtir l'infrastructure de chirurgie pour pouvoir prendre soin des enfants, surtout dans les hôpitaux de base. Nous n'avons pas besoin d'une infrastructure très sophistiquée. Il faut créer des capacités de recherche qui devraient pouvoir, des recherches spécifiques au contexte pour pouvoir améliorer la situation. Mais le défi, c'est comment le faire. Comment est-ce qu'on peut faire nous voulons créer des ressources pour la chirurgie pédiatrique et pour créer la façon dont atteindre ces objectifs. Une des choses importantes, c'est qu'il faut nous concentrer sur faire les choses qui mettent en place des choses qui vont changer la situation. Je sais que c'est beaucoup de concentration sur la collecte de données, mais toutes les données vont montrer qui ne changent pas la situation sur le terrain ne sont pas utiles. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de changer la situation. Et c'est comme ça que nous allons nous servir des fonds si nous les obtenons. Magnifique. Donc, tout notre panel a parlé. Nous allons maintenant prendre des questions des centaines de participants qui sont actuellement en ligne en ce webinaire. Je vais commencer en premier. C'est un mélange de 2 ou 3 questions. Ça tourne autour de qu'est-ce qui vient après. Une question, c'est quelle stratégie vous avez en place pour avoir des soins médicaux de base tels que la chirurgie et la Malaisie prévoit de solidifier ses soins de santé. Donc, je vais diriger cette question à Dr Hirsham parce que il est dans les plans outre-mer mais peut-être que vous pouvez nous donner des directives sur le rôle du ministère de la Santé, développer des partenaires, des organismes internationaux. Que faisons-nous maintenant à l'avenir? Pour notre pays, comment est-ce que nous solidifions notre communauté pour donner plus de soins? Donc, premièrement, c'est la direction qui est importante et une partie de la planification stratégique en termes de donner accès à ces soins en ce qui concerne les endroits, les villes et les endroits ruraux. Nous avons un système de santé, nous avons de la chance. Nous avons déjà quelque chose en place, mais nous n'avons pas les services. Donc, ce que nous faisons maintenant, en considérant les services, par exemple, pouvons-nous former le corps médical pour faire certains services médicaux et pour fournir des services. Donc, nous avons eu l'idée de certains hôpitaux spéciaux et, par exemple, en ce qui concerne les soins privés, ils ont vu que nous avons
Dans les hôpitaux de district, il nous faut former notre force de travail des hôpitaux et nous assurer que les diagnostics peuvent être effectués et les soins de base peuvent être effectués et que c'est couvert par les hôpitaux principaux du district. Ainsi que dans l'État. Par exemple, pour l'instant, nous voyons dans le Nord, nous avons 24 hôpitaux dans le Nord, mais nous n'avons pas les facilités nécessaires et la force de travail. Donc, nous voulons chercher des équipements pour les 4. Et aussi, il faut former le corps médical et considérer la complexité de la chirurgie. Beaucoup de choses peuvent être effectuées par le corps médical. Mais la partie difficile, c'est que nous fournissons des services spéciaux. Comment est-ce que nous pouvons envoyer nos spécialistes pour visiter les spécialistes ou envoyer les patients vers les hôpitaux spécialisés. Donc, nous considérons ces choses, mais de façon plus importante, nous devons obtenir les fonds du gouvernement parce que les fonds viennent du gouvernement. C'est la raison pour laquelle la pandémie a ouvert l'opportunité de convaincre le gouvernement que les fonds publics sont importants. Donc, c'est une composante très importante. Et grâce à la pandémie, nous avons réussi à convaincre le gouvernement qu'il faut investir plus dans les soins de santé, en particulier plus dans la chirurgie. Donc, je crois que c'est quelque chose que notre investissement, par exemple, le GDP, les revenus capitaux par tête, c'est simplement 2,3 par rapport à d'autres pays, mais nous avons optimisé les ressources et c'est la réaction que nous avons d'optimiser, d'augmenter les ressources et la force de travail pour pouvoir fournir un impact maximum à un coût raisonnable. Merci beaucoup, Dr. Richard. Vous avez vraiment résumé la chose très bien. J'aimerais prendre une autre question qui a été posée par M. Johnson, qui est l'ancien chef de la santé, du centre de santé. Ça a à faire avec ce qu'a dit le Dr. Richard et les nations qui commencent l'initiative en donnant des fonds. J'aimerais que Nema Kassaji et Kim en particulier de répondre à cette question des participants en ce qui concerne les fonds de l'Organisme de santé du monde. Il y a certaines nations qui n'ont pas de fonds. Il y a d'autres nations qui menacent de se retirer. Qu'est-ce que cela signifie en ce qui concerne la santé globale en général et la chirurgie mondiale en particulier? Alors, si vous pouviez répondre à cette question, je vous prie pour notre auditoire. Merci pour cette très bonne question qui est très notée. Comme je l'ai mentionné plus tôt, beaucoup des institutions ont été prises pour acquis et dans des pays menacent de se retirer. Les États-Unis menacent de se retirer, 60 millions de la WHO. Donc, ce n'est pas le temps de faire cela pendant la pandémie. Donc, ce que je pense, c'est que au fil du temps, nous avons pris ces institutions pour acquis. Nous avons aussi perdu la solidarité mondiale qui était en place après la Première Guerre mondiale parce que nous sommes tous, nous étions tous ensemble à ce moment-là et nous voulions tous bâtir un meilleur monde et un monde plus idéal. Et nous étions avons plus d'idéaux à ce moment-là. Ça a été perdu beaucoup. Maintenant, il y a moins de confiance. Il y a plus de nationalisme et ce n'est pas unique à un seul pays, mais c'est une tendance qui a été développée depuis quelques années. Et je pense que c'est vraiment à nous de voir les conséquences, d'enlever les fonds à ces organismes et les conséquences de mettre une muselière à grandes institutions qui ont été en place depuis longtemps pour faire l'éradication des maladies. Donc, notre rôle, c'est de convaincre les politiques que la science et la santé, c'est sacré, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre sur la table du marchandage pour obtenir des points politiques.
Il faut aussi continuer notre travail de nous assurer que nous avons une couverture de santé universelle. Et donc, je recommence les deux choses durant ces temps très difficiles, par ces temps très difficiles, utiliser ce que nous avons et que pour nous assurer que nous pouvons faire des choses de façon durable, en bon partenariat réel pour que nous puissions économiser de l'argent et avoir des solutions, obtenir des solutions plus durables. Et c'est à nous qui sommes dans le secteur de la santé pour que nous soyons des ambassadeurs pour pouvoir protéger ces institutions qui sont en place et qui sont nécessaires aujourd'hui plus que jamais. Bonjour, merci Nema, c'est excellent. Et nous allons combiner trois questions qui ont tous à faire avec les finances, qui vont être dirigées à l'ambassadeur Coquerin et John Mira, et en particulier l'ambassadeur Coquerin, quel est le rôle des États-Unis? Parce qu'il n'y a pas eu de précédent, ça a changé la phase de la santé mondiale historiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, un fonds mondial pour les soins chirurgicaux qui est dirigé par les États-Unis? Vous pouvez parler à un niveau élevé d'où viendraient les fonds pour les soins chirurgicaux. Ambassadeur Colker, c'est à vous. Bien sûr, c'est possible. Politiquement, c'est un défi au niveau politique. Et aux États-Unis, et où tout le monde collabore, ce sera difficile de pouvoir atteindre nos objectifs de santé mondiale. Il faut être tous d'accord pour les fonds mondiaux et tous les domaines sur lesquels qui travaille depuis toute sa vie pour faire face à ces énormes problèmes dans la santé mondiale. Je ne suis pas sûre que les conditions du côté américain sont en place à l'heure actuelle. Nous savons que le mandat de l'organisme de santé du monde est énorme et qu'il nous faut être vraiment, il nous faut augmenter nos contributions à tous les niveaux pour les organismes de la santé, mais pour ce forum, ce n'est pas un organisme du 21e siècle dynamique. Je crois que la création de ces fonds seront très valables. Je vois l'idée d'amener des fonds dans la fondation chirurgicale et c'est vraiment une bonne idée, mais ce sont seulement une solution au business principal de la stratégie nationale soutenue par les normes et les standards que le WHO peut fournir. Je crois donc que le Dr Kasseji a vraiment raison, que la pandémie nous a concentrés sur des investissements médicaux et Dr Richard m'a aussi parlé de ça. Maintenant est le moment venu. C'est le moment venu. John, tout à fait d'accord avec ce que l'ambassadeur vient de dire. Je veux ajouter à ce sujet et dire que la chirurgie mondiale entre une nouvelle ère. Nous ne pouvons plus dire que nous sommes le petit enfant négligé. Nous sommes maintenant le cousin pauvre. Je dis ça parce qu'on ne peut pas dire qu'on est négligé quand tous les ministres du santé ont passé des résolutions en disant que la capacité chirurgicale doit faire partie de notre plan de santé. On ne peut pas dire pendant que 22 ministres des îles ont dit que la planification chirurgicale doit faire partie des plans nationaux. Mais ce que nous avons fait, c'est attirer un flux de capitaux. Donc, il nous faut continuer avec le concept de capacité d'intégrer les fonds au niveau national, mais il faut parler de comment attirer des capitaux d'industrie, de secteur public et privé. Bien sûr, les gouvernements doivent faire une décision importante, et Kim l'a dit, les pays doivent demander exiger que la chirurgie soit une priorité. Mais dans les pays, si vous voulez un flux de capitaux vers la chirurgie, il nous faut changer nos arguments. Nous nous comportons comme si nous étions l'enfant adopté, mais il faut changer notre stratégie pour attirer des capitaux. Comme nous nous approchons de la fin de notre magnifique heure ensemble, nous allons avoir quelques petites minutes dévouées
une question à une réaction de 1 minute de chacun de nos intervenants distingués. Pour toutes les centaines de personnes qui sont dans cet appel et les milliers qui vont le voir sur YouTube et voir le reste des 4 webinaires. Si vous avez 1 minute, que voudriez-vous que ces personnes qui font partie de cela fassent? Les chirurgiens, les diplomates, les voteurs, les citoyens, les patients. Nous commençons avec Dr Hicham. Chacun d'entre nous, que devons-nous faire? Vous êtes sur silencieux. Je crois que c'est très important de nous réunir tous. Et avec une unité, nous pouvons faire une grande différence dans les soins de santé, surtout au niveau mondial, en ce qui concerne les politiques, le financement, le procurement mondial, etc. Donc, nous avons besoin d'un organisme qui nous dirige dans tous les pays au niveau local, régional et mondial. Et pour comment distribuer et être égal dans tous les pays respectifs. Et cet organisme est très important pour convaincre le gouvernement lui-même parce qu'à l'heure actuelle, quand nous considérons la pandémie, nous avons réussi à ouvrir les yeux du gouvernement et de l'importance de cette pandémie. Merci beaucoup, ambassadeur Colker. Il faut se rappeler des impératifs moraux très importants. Il y a longtemps, quelque temps, si vous avez le sida, vous allez peut-être survivre, mais dans des pays pauvres, vous allez mourir. Donc, nous voyons ça avec des procédures chirurgicales. Dans les pays riches ont accès à des chirurgies, dans les pays pauvres ne l'ont pas. Mais d'une façon, la chirurgie est plus facile. Il n'y a pas de signal pour corriger une difformité et enlever une tumeur. Mais quand c'est fait, ce n'est pas la peine de rester sur médicaments pendant le reste de votre vie. Donc, un plan national doit calculer les ressources et les résultats et doit pouvoir réussir à faire et réunir toutes les parties prenantes. Merci. Professeur Emmanuel Macassa, vos pensées de clôture. Je crois que j'ai 2 choses à dire. Ce qu'il nous faut faire tout d'abord en tant que mouvement de chirurgie mondiale, nous avons des choses en place qui n'ont pas finalisé encore, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués. Ce qui nous manque pour nous, pour avoir plus de fonds et de soutien, en tant que communauté de chirurgie, nous devons piloter cette politique. Nous devons parler au niveau du district des hôpitaux où nous pouvons piloter ce genre de soins 24 heures sur 24 pour pouvoir démontrer l'impact sur le système de santé et sur l'amélioration des objectifs de santé et sur la socio-économie des personnes. Et après, nous pouvons nous servir de ça pour pouvoir parler au gouvernement pour qu'il investisse dans les endroits importants. Je crois que c'est important et nécessaire à l'heure actuelle. Très bien. Un appel à l'action. Magnifique. Docteur Nima Kassedje, vos pensées de clôture, mademoiselle. Merci beaucoup, Gay. Deux petites pensées numéro 1. J'aimerais répéter l'importance d'être plus inclusif, nous assurer que les personnes les plus vulnérables sont incluses dans ce que nous faisons. Et deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il nous faut nous engager de façon plus élargie. Depuis dans les 6 mois passés, les mesures qui ont été mises en place chez nous, sont les personnes enceintes en tant qu'adolescentes ont triplé. Donc, c'est un symptôme très important. Donc, ça va résulter sur ce qui se passe au niveau social, comment nous pouvons nous engager à ce sujet. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un programme de mentorat pour les jeunes filles pour leur montrer ce qui est possible. Beaucoup d'entre elles peuvent être docteurs ou infirmières pour leur montrer comment s'y prendre, pour nous assurer que nous ne faisons pas face aux causes de base et nous pouvons nous connecter avec d'autres secteurs pour avoir plus d'influence et pouvoir empêcher beaucoup de ces problèmes.
et devenir plus politique et des points politiques qui peuvent nous aider à mener notre agenda. Mon professeur Emmanuel Amé, merci Gaël. Mes pensées finales, je crois qu'il faut que les soins chirurgicaux est une obligation qu'il nous faut exiger de nos leaders. Nous devons prendre soin des parties les plus vulnérables de la population et des soins nationaux. Donc, c'est une association déontologique et sociale dans laquelle nous devons nous investir. Merci, professeur Ahmed. Jeff Ebenson, la Fondation chirurgicale globale. Vos pensées finales aujourd'hui. Merci, Gail. Répétez ce qui vient d'être dit. Je vais lire en quelques mots le partenariat, la collaboration. Et je vais finir avec quelque chose sur laquelle Nema a parlé. C'est ma conviction très solide que ce procédure doit être menée par les personnes dans le terrain, pas les personnes dans les pays. Il nous faut avoir des personnes qui mènent l'agenda là où c'est nécessaire. Pour toutes les personnes qui écoutent, je vous encourage à être un champion dans votre propre pays et de commencer le processus là-bas, dans ce processus collaboratif. J'en finis avec ça. Être un leader, John Mira, c'est vous qui allez donner la clôture. Et après qui, puisque tu peux finir. Docteur Mira, je vais résumer ce que j'ai dit avant. Je suis d'accord avec tout ce que les membres du panel ont dit et d'inclure les populations vulnérables pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il nous faut sortir de notre zone de confort et travailler de façon proactive avec les marchés financiers et de travailler de façon proactive. Avec ces communautés, ça va être très critique dans les années à venir. Merci, John. Donc, il nous faut finir. C'est tout le temps que nous avons. Je veux remercier tout le monde, les membres du panel, d'avoir pris le temps de se joindre à nous. Merci à tout le monde et aux membres de l'audience de s'être joints à nous. Et merci à tous nos partenaires qui ont rendu ceci possible. Nous espérons que vous allez vous joindre à nous pour nos 3 webinaires. Demain, jeudi, nous allons partir des objectifs pendant le COVID-19 et les accouchements. Nous allons parler et dimanche, nous allons parler de l'anesthésie. Nous avons un magnifique panel pour discuter ces trois sujets. Vous pouvez vous enregistrer à galliance.org. J'espère que vous joindrez à nous. Ces webinaires sont enregistrés, seront disponibles en anglais, en français et en espagnol. Et sur les G4 Alliances. Et je veux remercier toute notre équipe qui a rendu ceci possible. Anoucha et merci aussi à nos interprètes en français et en espagnol. Et pour le compte de tous les membres de G4 et tous les patients qui sont négligés, les patients chirurgicaux. Nous vous remercions de nous joindre à nous. Merci.